suivant l'activité de votre entreprise, les KPI sont différents. Ils tournent toujours autour, évidemment, de l'argent ou du fait que vos clients restent. Ça, c'est en gros la grande thématique qu'il faut retenir, mais c'est à définir à l'échelle de votre entreprise. Et s'ils sont pas bien définis, si vous regardez les likes Facebook, etc., tout ce que vous ferez derrière, ben en fait, c'est comme si vous étiez sur votre bateau et que vous regardiez une boussole cassée. Cette démarche, faut la structurer pré-product market fit, mais elle n'est exploitable véritablement que post-product market fit. Exact. Les ventes ont baissé. Mais d'où vient le problème, en fait? C'est quoi? Est-ce qu'on n'a pas assez de personnes qui arrivent sur le site? Est-ce que est-ce que le pourcentage de personnes qui arrivent sur le site et qui achètent a baissé? Est-ce que c'est le panier moyen qui a baissé? Est-ce que on a été en rupture de stock sur notre produit phare et ça a baissé? Est-ce qu'il y a aucune raison apparente sur le produit qui explique ça? C'est une raison extérieure. Vous voyez qu'en fait, une mesure donne pas forcément un diagnostic. Elle donne, c'est un peu comme si tu disais, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, c'est un thermomètre. Il vous dit, il fait froid, il fait chaud, mais il ne dit pas pourquoi il fait froid ou il fait chaud. Il ne dit pas s'il y a une fenêtre qui est ouverte, s'il y a l'eau qui coule, etc. Si le chauffage est cassé. On disait souvent à coup d'état, et que je répète à mes étudiants, c'est il faut pas raisonner en features, il faut raisonner en problème. Il faut pas raisonner en solution, il faut raisonner que en problème. Une roadmap, c'est pas une roadmap de features, c'est une roadmap de problèmes à résoudre. Ce qui va déterminer si une solution était la bonne ou pas, ça n'est pas vous, c'est le marché. C'est vous observer que ça marche. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Dracar. Alors Dracar, qu'est-ce que c'est? On aide les entrepreneurs à dessiner, développer et lancer leur MVP. Mais ce n'est pas suffisant, il faut réussir à faire venir les utilisateurs et surtout les fidéliser, les retenir. Donc c'est tout le sujet de cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de traiter cette thématique de la rétention, de la fidélisation client avec Thomas Pariante, que j'accueille sur cette chaîne. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi Jean? Très bien, merci. Donc Thomas qui a travaillé chez Coup d'État et qui depuis a créé sa propre structure, Flamel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Flamel, s'il te plaît Thomas? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Bien sûr, alors Flamel, c'est une entreprise de conseil et d'accompagnement. On travaille principalement pour des PME, de 50 et 100 employés, et on conçoit et on développe des solutions d'automatisation pour automatiser tout un tas de process qui jusqu'ici nécessitaient beaucoup d'intervention humaine, passer une information par email, par un document, etc. Et là, on analyse le process dans son ensemble, on le découpe en petites parts et on automatise chaque étape et on permet à l'entreprise de monitorer et de chapeauter tout le circuit automatique. Donc par exemple, la dernière entreprise pour laquelle on a travaillé, on a mis en place un processus d'automatisation et ils ont fait x4 en productivité une semaine après la mise en place du process. Donc okay, ça marche bien. Donc tu seras notre expert data cet après-midi, data analytics, et puis tu vas nous aider à comprendre comment on fait pour justement se servir de la data pour bien comprendre les comportements utilisateurs et pour pouvoir justement réussir à les fidéliser, faire en sorte qu'ils reviennent le plus possible sur notre SaaS, notre marketplace, ou autre plateforme. C'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Et c'est parti Thomas, merci pour la présentation. Merci. Donc pour commencer, j'ai conscience que aujourd'hui, autant la data, c'est quelque chose qui est relativement ubiquitaire, c'est-à-dire que c'est partout, tout le monde en parle, tout le monde a à peu près conscience d'en avoir besoin. Pour autant, il y a très peu de formations qui forment à la data. Il y a très peu de formations qui ne sont pas exclusivement dédiées à la data et qui comportent une partie de leur cursus à la data. Ça veut dire qu'en fait, on a sur le marché tout un tas d'acteurs qui ont envie de faire des choses, qui ont conscience d'avoir besoin de certaines choses
et qui ont pas le cortège à la fois de connaissances et de techniques pour mettre en place ce qu'ils veulent faire. Et donc c'est un peu ce qu'on va regarder déjà au départ. Alors, on va aborder le sujet de l'analyse de données et du suivi de données en 3 étapes. Et puis on aura un exemple que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, ce qu'on va voir, c'est que le produit sert le business, que donc la data, ça part d'abord du business et ensuite ça découle vers le produit. Ensuite, on va voir un exemple, donc la différence entre le tracé et le traçage, et comment en fait dans un business, on conçoit tout un parcours à la fois utilisateur et donc un parcours de données. Et puis enfin, on verra les différentes mesures que l'on peut faire et comment en fait on utilise ces mesures. Parce qu'effectivement, on traque, on mesure des choses, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Et comment on s'assure de prendre des bonnes décisions à partir de ces données? Et tu nous feras découvrir un Mixpanel, c'est bien ça? Oui, et ensuite on verra un exemple avec Mixpanel qui est un outil qui est dédié au traçage, au suivi, et qui est un outil d'aide donc à la prise de décision de données. Très clair, on a hâte d'y aller, ça marche. Alors, je vous l'ai dit, le produit sert le business. Alors c'est quelque chose qui est assez, ça paraît une évidence, mais en fait, dans la vie d'une entreprise, surtout dans les entreprises dont le produit est le cœur de l'activité, on a tendance à un peu à favoriser le produit pour le produit et pas le produit pour sa fonction commerciale. Pour la data, en fait, ça porte sur le même point. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que pour la donnée, en fait, la donnée, c'est pas la donnée du produit, c'est avant tout la donnée du business. Donc, vous avez ce qu'on appelle donc une business unit, c'est-à-dire une unité d'activité de votre entreprise. Et la première étape pour est-ce que tu peux nous donner un exemple, Thomas, de ce que c'est une business unit, un cas concret du wagon, par exemple? Est-ce qu'on a le droit de parler du wagon ici? Ouais. Tu me donnes la business unit du wagon? Allez. Alors, le wagon, c'est une boîte qui forme des gens à devenir développeurs. Donc, c'est une formation en 8 ou 9 semaines intensive. Donc 5 jours sur 7 avec devoirs à la maison, etc. Pour amener des gens à zéro connaissance en développement informatique, en développement web, à je suis employable en tant que junior évidemment, mais je suis employable. Et ce donc en 8 à 9 semaines. Ils sont implantés dans différentes villes et donc ils ont besoin de lieux, de professeurs et évidemment d'étudiants. Donc, il faut imaginer une classe de cours de 15, 20 étudiants environ. C'est ça, avec un ou deux teachers, ou un teacher et un teacher assistant pour animer le cours et aider pendant les exercices pratiques. Maintenant, du coup, une business unit ou une unité d'activité économique, c'est, si vous voulez, comme un pôle qui a une fonction économique particulière. En général qui rapportent de l'argent. Et en fait, à cette unité-là, il y a des services annexes qu'on appelle des services support. Au wagon, ce qui rapporte de l'argent, ce sont évidemment les contrats des étudiants. Et donc en fait, l'activité, la business unit, il y en a a priori qu'une seule, du wagon, c'est la recherche d'étudiants. Donc c'est le fait d'animer des forums, etc., de faire des campagnes marketing, de passer, de filtrer les dossiers, etc., pour réunir une classe, récolter les sous d'inscription, et ça c'est leur activité économique. Maintenant, ils ont d'autres activités aussi, où en fait, par exemple, ils franchisent. Et donc, il y a une autre business unit qui va faire des franchises, et dont l'activité économique va être de trouver des personnes fiables qui comprennent très bien le modèle d'affaires du wagon, qui sont formés à l'activité du wagon, donc donner les cours, etc., sous quel format, trouver des profs, etc.
moyennant une partie des revenus. Et donc ça, vous voyez bien que la partie de la boîte du wagon qui s'occupe de trouver des personnes pour être franchisées, c'est pas la même partie de la boîte qui s'occupe de trouver des étudiants pour les antennes du wagon en propre. Et donc ça, ce sont deux business units différentes. Donc ce sont deux unités d'activité économique distinctes. Pourtant, c'est la même entreprise. Donc en fait, dans une entreprise, en fait, on distingue comme ça différentes business units. Très clair, merci Thomas. Voilà. Après. Et donc, dans une entreprise, étant donné qu'on peut avoir en cohabitation différentes activités économiques qui ont chacun leurs objectifs propres, leur fonctionnement propre, et bien leurs objectifs aussi, comment dire, les mesures du succès de tel business unit versus tel autre ne sont pas les mêmes. Dans l'exemple du wagon, la mesure du succès de la business unit qui s'occupe de trouver des étudiants, c'est, on va dire, le taux de remplissage des sessions qu'ils font. Ils savent qu'ils peuvent organiser, je sais pas, n'importe quoi, 4 sessions en parallèle par mois. Et bien en fait, et que ces sessions peuvent faire 20 étudiants max, qui sont rentables à partir de 12. Je dis n'importe quoi, hein, je veux pas m'avancer sur le business model du wagon, c'est pour l'exemple. Et donc, évidemment que les mesures du succès de cette business unit, donc des équipes qui s'occupent de remplir d'étudiants ce qu'ils appellent des batchs, donc des sessions, ça va être le taux de remplissage, ça va être la marge qu'ils font dessus, etc. Dans l'exemple que tu cites, le wagon, le batch, s'il est au-dessus de 12 élèves, la business unit elle est plus qu'à l'équilibre, elle est rentable. En dessous de 12, exact. Pour l'exemple, hein, toujours pareil pour l'exemple, en dessous de 12, ce serait pas rentable. Donc la business unit serait exactement. Pas rentable. Ok, très clair. Puisqu'il faut juste faire le rapport entre ce que payent les étudiants et y déduire toutes les charges qui vont avec, donc c'est-à-dire le salaire des teachers, le salaire des teacher assistants, le loyer. Etc. Mais du coup, il faut que ce soit rentable. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'une business unit, c'est que une session doit être rentable et peut être rentable à partir de 12 étudiants, quoi. Et donc, ils lancent à partir du moment où ils ont 12 étudiants. Encore une fois, c'est pour l'exemple, puisque on ne sait pas du tout. Oui, j'ai pas mon nez dans les comptes du wagon, mais c'est pour l'exemple. Et donc, ce que ça veut dire, vous voyez, là, ce qu'on a fait, c'est que on a réfléchi à, ok, on a cette unité d'activité économique, on va définir quels sont les indicateurs clés de performance de cette unité-là. En gros, qu'est-ce qui fait que elle marche ou elle marche pas? Quasiment tout le temps, il y a l'argent. Évidemment, c'est la finalité de toute entreprise, c'est de générer du revenu. Mais il y a des indicateurs intermédiaires, parfois. Donc là, par exemple, le taux de remplissage, évidemment, ce taux peut évidemment dépendre d'un lieu à un autre. À Paris, où le loyer est plus élevé et où peut-être les salaires des teachers sont plus élevés, peut-être que soit le prix est plus élevé, soit en fait il faut atteindre un taux de remplissage plus élevé. Mais en tout cas, là, ce qu'on vient de faire ensemble, Jean, c'est identifier les indicateurs clés de performance de la business unit. Et en anglais, indicateurs clés de performance, c'est ce qu'on appelle des Key Performance Indicators, donc KPI. Vous entendrez ce terme tout au long de la présentation. Et donc, on voit bien qu'avant même de se demander, ok, qu'est-ce qu'on traque, où est-ce qu'on met du tracking, est-ce qu'on utilise tel outil ou tel autre, la première étape, en fait, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus intellectuelle ou abstraite, c'est, en fait, c'est quoi la mesure objective de la santé de mon entreprise. Et donc, le produit n'existe pas pour lui-même. En fait, il est une solution à un besoin économique. Le produit du wagon, c'est-à-dire les cours, les sessions, etc., n'existent pas pour eux-mêmes. C'est pas un projet artistique. C'est une solution à un besoin. Ce besoin, il y a des gens qui ont envie, qui ont besoin d'acquérir des compétences en développement informatique. Et qui sont prêts à payer. Le wagon conçoit une solution à ce besoin
pour laquelle les clients vont payer, les clients obtiennent ce pourquoi ils ont payé, et l'entreprise dégage un profit. Bon, là, on est sur 101 de microéconomie. Mais en fait, c'est important de partir de là parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que en fait, c'est facile de perdre de vue l'objectif final quand vous êtes en train de déterminer dans quel local on va prendre, est-ce que on va faire des sessions de 2 heures ou de 4 heures, le contenu du cours, etc. Quand vous êtes le nez dans le guidon et le nez dans votre popote, c'est facile de perdre de vue l'idée que y a un objectif économique derrière et en fait il faut pas les perdre de vue. C'est le cap qu'il faut pas perdre de vue. Et donc il faut définir des mesures objectives qu'on peut regarder régulièrement pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Et donc la première étape, c'est de s'assurer que ces mesures sont clairement définies et qu'elles sont clairement comprises par les acteurs. Alors ça peut paraître d'une trivialité totale, mais voilà. Quand on travaillait chez Coup d'État et dans mon activité professionnelle, j'ai été amené régulièrement à rencontrer des clients qui ont une posture de vierge effarouchée. Mais comment? Mais évidemment qu'on connaît nos clients, évidemment qu'on connaît nos objectifs. Vous pensez qu'on fait notre travail comme ça par-dessus la jambe? En vrai, c'est bien souvent faux. En fait, il y a ce qu'on appelle une notion de vanity metrics, c'est-à-dire des mesures vaines dans le sens littéral, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de finalité. Donc c'est vain, ça n'a pas de but. Et donc par exemple, flatter l'ego. Ouais, c'est ça. Et en plus, voilà, il y a ce sens de vanité, ça flatte l'ego. Et ce sont des mesures qui sont là que pour ça. Et les regarder, c'est un double piège parce que d'une part, ça veut dire que vous ne regardez pas les vrais chiffres qui sont des indicateurs réels de la santé économique de votre entreprise. Et d'autre part, ça vous donne un faux sentiment de sécurité. Du coup. Exemple, j'ai 10 000 likes sur ma page Facebook, mais j'ai aucun utilisateur qui paye. Exactement. Voilà, typiquement les likes sur les pages Facebook, les abonnés Instagram, les likes sur une page, les commentaires, etc. Ce sont pas des choses qui font que vous gagnez de l'argent. Sauf si vous vendez ça. C'est-à-dire que si vous êtes un influenceur et que vous dites à un annonceur, eh ben en fait, je vais prendre tant par like sur mes publications. C'est rarement négocié comme ça d'ailleurs. Mais voilà, ce sont souvent des mesures qui sont pas réelles en fait, qui donnent pas l'idée que votre entreprise fonctionne bien. La preuve, c'est que il y a des exemples dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui dégagent un pognon incroyable, qui sont en santé parfaite, une vigueur exceptionnelle, une robustesse fabuleuse, et ils ont 15 abonnés sur leur réseau. Parce qu'en fait, ils s'en foutent. En fait, c'est-à-dire, vous êtes une entreprise B2B par exemple, où vous avez quelques dizaines d'entreprises qui sont vos clients. Peu vous chaud que vous ayez des millions d'abonnés, ça va rien changer à votre entreprise. Et à l'inverse, vous avez des entreprises où ils ont une très très belle audience, beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux, mais ils font pas de vente, ou très peu. Et en fait, ils perdent de l'argent. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, donc ça veut donc dire que regardez ce chiffre-là, le nombre de likes, mais ça marche aussi pour votre site internet. Si vous regardez sur internet, par exemple, le nombre de pages vues, ça veut rien dire le nombre de pages vues. Est-ce que c'est parce que votre site est découpé en plein de micro-étapes et que les gens doivent naviguer entre 15 pages différentes pour voir les informations et du coup ça fait exploser votre nombre de pages vues? Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent et qui repartent et du coup en fait ils sont pas intéressés par ce que vous faites? Les pages vues, c'est pas important. Ce qui est important, c'est les ventes, c'est les inscriptions, c'est est-ce que les clients d'avant reviennent, etc., etc. Ça, ce sont des choses qui sont des indicateurs réels de la santé économique de votre entreprise. Et donc, il faut accepter de prendre un peu de temps, c'est même pas très compliqué, mais de prendre un peu de temps, prendre un peu de recul sur son entreprise et se demander, ok, quelles sont les réelles mesures du succès de mon entreprise. Si vous êtes un site e-commerce, par exemple, c'est assez simple. C'est déjà votre revenu,
le nombre de ventes que vous faites, le panier moyen, le pourcentage de conversion, c'est-à-dire combien de personnes qui ont rempli leur panier ont effectivement acheté quelque chose, le taux de Et combien rétention, reviennent, voilà, la rétention. bien reviennent évidemment. Alors ça dépend bien de ce que vous vendez. C'est pour ça qu'en fait, c'est à définir à l'échelle de votre entreprise. Personne peut dire à votre place quels sont vos KPI, parce que voilà, vous vendez des voitures, le cycle de vente il est entre 10 et 15 ans. Bon bah évidemment que vous n'allez pas mesurer le nombre de personnes qui reviennent pour acheter chez vous, ça n'a pas de sens. Vous vendez des piscines, c'est pareil. Hein. Quelqu'un qui vous a acheté une piscine, il va pas en racheter une l'été d'après. Sur Slack, la rétention, ça doit être tous les jours, je dois envoyer des messages. Sur Spotify, pareil. C'est ça. Le cycle, c'est le quotidien, en fait. Voilà. Bah, par exemple, Spotify ou Apple Music, si vous voyez que vos utilisateurs ne viennent pas tous les jours, vous vous dites, pourtant les gens, ils écoutent souvent de la musique tous les jours, la personne ne vient pas, vous pouvez vous dire que, bah, en fait, il y a un défaut dans votre produit ou dans l'adéquation entre votre produit et les besoins des gens. Du coup, c'est typique dans ce qu'on appelle des SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, donc des logiciels qui sont vendus comme des services, où en fait, vous n'achetez pas un CD avec le logiciel dedans, comme ça se faisait à une certaine époque. Vous payez tous les mois le droit d'exploiter, d'utiliser ce service-là, comme Netflix, comme Spotify, etc. Et donc là, effectivement, votre premier KPI, c'est dans le revenu, votre marge, etc. Et puis combien parmi les clients les personnes qui sont devenues clientes en septembre, en octobre, combien sont encore là, et ainsi de suite chaque mois. Ça peut être aussi en moyenne quelle est la durée de vie d'un client chez moi. Est-ce qu'en moyenne les gens restent 6 mois? Est-ce qu'ils restent 18 mois? Est-ce qu'ils restent 36 mois? Voilà, donc vous voyez qu'en fait, suivant l'activité de votre entreprise, les KPI sont différents. Ils tournent toujours autour évidemment de l'argent ou du fait que vos clients restent. Ça c'est en gros la grande thématique qu'il faut retenir, mais c'est à définir à l'échelle de votre entreprise. Et s'ils sont pas bien définis, si vous regardez les likes Facebook, etc., tout ce que vous ferez derrière, ben en fait c'est comme si vous étiez sur votre bateau et que vous regardiez une boussole cassée. Enfin, c'est évident que vous trouverez pas le bon cap. Donc la première étape, c'est de soigneusement définir les mesures de succès de votre entreprise. Alors, on a vu que la première étape, il faut surtout pas la sauter, c'est la définition des indicateurs de performance clés de votre entreprise bien en amont. Une fois que vous avez bien identifié ces indicateurs, donc le revenu, pour le wagon par exemple, le taux de remplissage de leur session avec les étudiants, etc. L'objectif, c'est ensuite de traduire ces objectifs à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle du produit. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un produit pour le produit, quelles sont les interactions, les actions sur le produit qui reflètent les mesures qu'on s'est fixées à l'échelle du business dans son ensemble. Du coup, les KPI de l'unité économique, c'est le cap. Si vous voulez. J'ai parlé de la boussole. Là, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est OK. C'est dans cette direction qu'il faut qu'il faut aller. Donc, par exemple, ça va être le taux de remplissage des sessions pour le wagon. C'est très bien, mais une équipe qui est en charge d'un produit, c'est une mesure qui est pas floue, mais qui est difficilement traduisible en élément opérationnel en fait. On parle d'une équipe qui doit opérer, qui ne doit pas simplement constater, qui doit pouvoir itérer petit à petit. Et donc, une équipe produit a besoin de ce qu'on appelle des indicateurs plus spécifiques et qui sont propres au produit. Par exemple, voilà, une boutique en ligne, en fait, si vous êtes un e-commerce,
l'équipe qui développe votre site, etc., n'a pas d'impact direct sur le chiffre d'affaires. Les prix sont indépendants du produit, les leads dépendent du marketing. En revanche, l'équipe produit, elle a une action sur ce que vit le client pendant qu'il est sur le site. Et donc, pour cette équipe-là, l'indicateur clé par excellence, ça va être ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire, sur 1000 visiteurs sur le site, combien ajoutent un élément à leur panier, et parmi ceux-là, combien achètent. Et ça dépend effectivement de la qualité de l'expérience sur le site. Effectivement, si la navigation est dure, si ça marche pas très bien sur mobile, si les messages d'erreur sont mal pensés, etc. Si les prix sont mal indiqués, si les stocks sont pas écrits, s'il y a des articles qui sont pas en stock et qui sont quand même visibles. En gros, plus vous frustrez l'utilisateur sur votre plateforme, plus il y a de chances qu'en fait il abandonne avant d'acheter. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles le produit a un impact. Si vous faites un site e-commerce, il va être hyper bien fait, c'est pas ça qui va attirer les gens. Donc, vous pouvez pas noter la qualité de l'équipe produit au nombre de personnes qui arrivent sur le site. En revanche, vous pouvez les noter et eux peuvent critiquer leur travail en fonction de ce qui se passe sur leur site. Et donc, on voit bien que pour le business, l'indicateur, c'est le chiffre d'affaires, la marge, etc. Pour le produit, à son échelle, l'indicateur comme quoi il fait bien son taf et qu'il optimise et il permet à l'entreprise de dégager du chiffre, c'est la conversion. Sur 1000 visiteurs sur le site e-commerce, combien achètent? C'est le panier moyen, etc. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est une traduction, une transcription d'une mesure de succès à l'échelle de l'entreprise jusqu'à l'échelle du produit. Ce que ça veut dire, c'est que quand le produit va faire des améliorations sur l'outil, la plateforme, le site e-commerce, etc., que sur le produit, ils ont un cap clair qui est le KPI à l'échelle de l'entreprise, et ils ont des mesures secondaires qui permettent de dire, en fait, ça se passe bien, ou ça se passe bien. Et donc ça, c'est nécessaire, en fait, d'avoir ces deux niveaux, si vous voulez, un peu stratégique et tactique du suivi de données. Donc là, on a vu, de façon un peu générique, l'intérêt de réfléchir à quelles doivent être les mesures. Et donc ensuite, il faut évidemment les mesurer. Mais en fait, on raisonne pas simplement en termes de OK, j'ai mon KPI de revenu ou de taux d'occupation. Bien souvent, si je vous dis oui, le chiffre d'affaires est pas assez, les ventes ont baissé. Mais d'où vient le problème en fait? C'est quoi? Est-ce qu'on n'a pas assez de personnes qui arrivent sur le site? Est-ce que est-ce que le pourcentage de personnes qui arrivent sur le site et qui achètent a baissé? Est-ce que c'est le panier moyen qui a baissé? Est-ce que on a été en rupture de stock sur notre produit phare et ça a baissé? Est-ce qu'il y a aucune raison apparente sur le produit qui explique ça? Est-ce qu'on a une raison extérieure? Vous voyez qu'en fait, une mesure donne pas forcément un diagnostic. Elle donne, c'est un peu comme si tu disais, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, c'est un thermomètre. Il vous dit il fait froid ou il fait chaud, mais il ne dit pas pourquoi il fait froid ou il fait chaud. Il ne dit pas s'il y a une fenêtre qui est ouverte, s'il y a l'eau qui coule, etc. Si le chauffage est cassé. Parce qu'en fait, la data, ça n'est pas simplement dire est-ce que ma boîte est en bonne santé? Oui, non. C'est aussi faire un diagnostic. D'où viennent les problèmes? Où est-ce que je dois concentrer mes efforts? Qu'est-ce que je dois améliorer dans l'entreprise? Et donc pour ça, vous devez tracer le parcours de vos clients et identifier à chaque étape s'il y a des problèmes ou pas. Donc en fait, c'est comme si vous aviez effectivement un micro-thermomètre dans chacune de vos pièces ou chacun de vos murs ou sur chacune de vos fenêtres pour identifier où est-ce que la chaleur s'en va. En l'occurrence pour vous, où est-ce que l'argent part. Mais donc, vous voyez comment on passe de un indicateur pour comprendre où est-ce que je dois concentrer mes efforts,
pour savoir où est le problème, j'ai besoin d'avoir des mesures à différentes étapes. Si Ça, j'ai une marketplace, par exemple, et que j'ai zéro personne qui vient sur ma marketplace, je vais plutôt et davantage travailler l'acquisition. Alors que oui, si j'ai des milliers d'utilisateurs qui viennent sur ma marketplace, mais que j'en ai zéro qui achètent, je vais pas travailler l'acquisition. Je vais travailler plutôt justement la conversion. la conversion. C'est ça. Exactement. Exactement. En fait, voilà. Enfin, si votre chiffre de vente il est à zéro, mais il peut y avoir plein de raisons à cela, effectivement. C'est ça. En fait, ça peut paraître, comment dire, ça paraît toujours hyper euh, évident quand on en parle, mais en réalité, c'est bien souvent ce qui se passe dans une entreprise. Les gens, les chefs d'entreprise ont le nez dans le guidon. Ils regardent ce qu'ils font d'un point de vue opérationnel. Ce sont des gens qui sont très actifs dans le faire, etc. Et lever le nez et voir en fait d'où vient réellement le problème, c'est pas forcément quelque chose qui est facile de faire. Et en plus, on a un peu tendance, enfin, certains ont tendance un peu à se mentir et du coup à pas vouloir forcément voir réellement où est le problème. C'est typique des personnes qui ont une formation très produit, très ingénieur. C'est de penser que typiquement c'est le produit qui est pas assez bon, ou il n'y a pas assez de features, ou le design n'est pas assez beau, ou etc., etc. Là où en fait le problème il est peut-être sur le prix, sur l'acquisition, sur la conversion, sur la compréhension par la cible, etc. Il peut y avoir plein d'explications et il faut être extrêmement comment dire, expurgé de tout a priori, de tout affect. Il faut regarder ça de façon très très froide euh, et identifier d'où vient le problème. Les gens ont tendance à travailler plus et à se focuser sur leur expertise, leur domaine d'expertise, et à travailler plus fort Bien là où ils sûr, sont meilleurs. Et à toujours vouloir bien sûr. améliorer là où ils sont meilleurs. Et dans le produit, c'est à travailler le produit. Là où peut-être il y a davantage, serait davantage plus intéressant de travailler, comme tu disais, le pricing ou l'acquisition ou autre. Quoi. Donc, Exactement, exactement. Ouais. Chez ça, chacun, enfin, si vous avez un marteau, tous les problèmes deviennent des clous. C'est un peu le cas. Donc, si vous êtes ingé, vous êtes dev, tous les problèmes viennent du produit. Donc, pas nécessairement. j'adore l'image. Je retiens l'image du clou. Euh, donc, on a vu, ok, on passe de un indicateur clé qui est un peu le cap, qui est l'indicateur de est-ce que ma boîte est en bonne santé ou pas, et je veux améliorer cette mesure-là. Plus elle augmente, plus ça veut dire que ma boîte va bien. Ok, plus elle baisse, plus ça veut dire que ma boîte va mal. Mais ça donne pas de diagnostic. Ça permet pas d'identifier d'où vient le mal, et ça permet pas de diriger ses efforts au bon endroit. Donc, il faut dessiner. Il faut dessiner et décomposer le parcours de vos clients. C'est simple. C'est étape par étape. Et donc, je parle en étape atomique, c'est-à-dire littéralement en étape insécable, c'est-à-dire les plus petites étapes possibles. Parce que oui, bon, il arrive sur le site et ensuite il paye. Oui, mais entre ça, entre le moment où il arrive sur le site et le moment où il paye, il y a plein d'interactions, il y a plein d'étapes, il y a plein de choses qui se passent et il y a plein d'endroits où en fait vous pouvez perdre les gens. Et si vous n'êtes pas capable de le mesurer, ben en fait vous n'êtes pas capable d'agir où vous voulez. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est malade, il a des douleurs au ventre. Si vous n'êtes pas capable de lui faire un scanner, vous savez pas s'il a mal à l'estomac, au foie, ça, enfin, vous avez compris la métaphore. Donc il faut être capable de faire un diagnostic et donc il faut être capable d'identifier précisément, le plus finement possible, où le problème se porte. Et donc c'est pour ça qu'on parle des compositions en étapes les plus petites possibles, en étapes atomiques. Aucune chance que le traitement soit pertinent si le diagnostic n'est pas à la base déjà bon. Quoi. Ah oui, oui, là, c'est sûr que si vous, si vous êtes trompé sur le diagnostic, il y a très 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 peu de chances que la solution, enfin que le traitement fonctionne. Alors là, il faut vraiment avoir une veine de cocu, mais il faut pas compter là-dessus. Euh, donc idéalement, alors on va distinguer donc le tracé et le traçage. Le tracé, c'est le parcours, toutes les étapes. C'est étape 1, le client il voit un post sur Instagram où je lui présente mon produit. Ensuite, étape 2, il clique sur le lien. Étape 3, il arrive sur le site d'arrivée du produit. Étape suivante,
Donc, il voit des informations. Il y a un bouton en savoir plus ou un bouton l'ajouter à mon panier. Ensuite, etc., etc. Donc ça, c'est le tracé. Voilà. Là, on décrit étape par étape. On fait comme des bullet points, si vous voulez, étape 1, étape 2, étape 3. Ça, c'est le tracé. Le traçage, le tracking, c'est le fait de tracer, de traquer chaque étape. Donc, c'est le fait d'être capable de dire, OK, l'utilisateur numéro machin, il est arrivé à l'étape 2, puis ensuite il est arrivé à l'étape 3, et puis il est pas à l'étape 4, donc il a sauté à l'étape 3. Ça peut être il est arrivé sur la page avec les produits et il a cliqué sur le produit A et pas le produit B. Donc ça, c'est le fait de traquer, c'est le traçage, c'est le fait de mesurer, d'observer et de noter, d'enregistrer tous les comportements unitaires de l'utilisateur. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile si on a préparé ce traçage lors de la conception du parcours. Alors, ça veut pas dire que si vous avez déjà votre site qui est en place et pas de traçage, c'est pas possible. Si, bien évidemment. C'est juste que du coup, vous allez devoir refaire ce travail-là, et ça peut amener des changements et dans votre produit. C'est toujours plus facile de le faire en amont. Un peu comme tout en développement informatique, c'est plus facile si on voit le problème en amont. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une correspondance entre chaque étape du parcours et l'enregistrement de données. Donc, c'est être capable de dire pour chaque utilisateur si il est allé sur le site, oui, non. Est-ce qu'il a cliqué sur le produit A ou le produit B, ou les deux. Est-ce qu'ensuite il a cliqué pour en savoir plus. Est-ce qu'ensuite il a ajouté à son panier. Est-ce qu'il a choisi la couleur. Est-ce qu'il est retourné, est-ce qu'il a cliqué sur des articles qui étaient recommandés en dessous. Vous savez, le classique upselling, etc. Ça, vous devez être capable de le mesurer. Parce que si vous mesurez juste le panier à la fin, vous ne savez pas comment il s'est constitué. Si vous voulez, c'est un peu si vous êtes épicier et que vous regardez les gens chez vous, dans les rayons de votre épicerie, vous voyez bien en fait que si les gens passent devant le rayon des gâteaux et prennent rien, vous dites qu'il y a peut-être un problème sur ce rayon. Ou s'il y a personne qui va à l'arrière, parce qu'en fait c'est pas indiqué, enfin ils comprennent pas qu'il y a sur ce qui est là. Ou si tout le monde vous pose la question, ah mais il vous reste du papier toilette, bah oui il est sur l'étagère tout en haut là. Ah je l'avais pas vu. En fait vous voyez que quand vous êtes physiquement sur place, vous vous apercevez automatiquement des problèmes qu'il y a à des échelles assez anecdotiques en fait, assez précises du parcours d'un utilisateur, donc d'un client, d'un parcours. Là c'est littéralement un parcours. C'est l'utilisateur qui marche dans vos rayons, qui cherche des produits, qui remplit son panier de façon littérale et qui ensuite passe en caisse. Sauf que quand vous êtes sur un site internet, vous n'êtes pas derrière chaque client. Vous voyez pas sur quoi il clique. Vous voyez pas devant quel produit il hésite, etc. Or, vous avez besoin de ces informations. Même vous êtes capable de mesurer beaucoup plus de choses. Vous êtes capable même de les mesurer pour des millions de clients. Et donc d'avoir une vision éclairée sur votre produit de façon beaucoup plus massive. Mais ça se prépare. Et donc c'est ça en fait. C'est pour ça qu'en fait il faut faire ce qu'on appelle un plan de tracking, un plan de traçage. Et j'ai une question, Thomas. Oui, du coup, ce traçage, il est cantonné au site internet, à la plateforme, à la marketplace, ou bien il va aussi un petit peu plus loin, et j'entends par là les mails qui sont envoyés à l'utilisateur, etc. Il doit concerner toutes les étapes possibles. Parce que en fait, voilà, bien souvent, si vous voulez, le e-commerce, c'est un peu un exemple simple, entre guillemets. Il y a tout au plus des clics sur des pubs, et ça, vous pouvez les mesurer aussi, le nombre de personnes qui ont vu une pub, qui ont cliqué dessus, et ensuite, vous pouvez distinguer entre ceux qui ont cliqué sur tel lien ou tel lien, et ce qu'il y a eu, par exemple, ceux qui ont cliqué, je sais pas, vous avez fait une pub avec un certain message commercial et une pub pour le même produit avec un autre message commercial, vous pouvez mesurer parmi ceux qui sont arrivés avec la pub A et la pub B,
est-ce qu'il y en a plus en pourcentage qui ont acheté en ayant vu la pub A ou la pub B. Donc, on peut comme ça savoir quelle pub a été la plus performante. Et vous voyez qu'en fait, on mesure quelque chose qui est sur une étape du parcours qui est en amont de votre site. Mais ça marche aussi en aval. Par exemple, si en fait votre site permet pas d'acheter, mais permet juste de demander un devis, par exemple. Ça veut dire qu'il y a donc une opération un peu humaine derrière où quelqu'un étudie le devis, étudie les informations, rédige un devis, l'envoie au client et ensuite le client répond oui ou non. Bah, en fait, si vous n'êtes pas capable de mesurer le nombre de personnes qui ont accepté in fine la vente, qui ont signé le devis, bah en fait, vous n'êtes pas capable de mesurer si votre site a bien marché ou pas. Parce que la mesure finale de votre business, c'est les ventes, les signatures de devis ou l'encaissement du chèque, si vous préférez. Or, si vous mesurez pas, si vous faites pas s'il y a une coupure au moment où il y a les demandes de devis et qu'ensuite la partie qui gère l'encaissement la formulation du devis, l'envoi, la facturation, etc. est séparée. En fait, comment vous savez qu'une pub A vous a amené plus de clients? Tout au plus, vous savez combien de demandes de devis ça vous a apporté. Mais peut-être que le pourcentage de ces gens-là qui ont effectivement accepté le devis est pas le même que la pub B. Du coup, vous devez être capable d'avoir votre tissu, votre tracé continu. Ça doit être continu. Vous devez mesurer jusqu'au bout, le plus tôt possible et jusqu'au bout, jusqu'à la vente finale, ou voire jusqu'à la livraison si vous gérez la livraison aussi. Ou si vous faites, je sais pas, de la reprise, s'il y a une reprise avec un délai de rétractation, etc. Vous devez aller tout au bout du parcours. Donc c'est absolument important. Donc c'est très clair, le traçage, du coup, c'est pas que le produit, c'est vraiment tout le parcours de l'utilisateur, tout ce qu'il y a en aval, tout ce qu'il y a en amont, pardon, sur le produit, voire en parallèle du produit, et tout ce qu'il y a en aval aussi. C'est ça. Si vous voulez un exemple, typiquement, une entreprise avec laquelle on a travaillé, ils font de la reprise de véhicules d'occasion. Il y a une partie du parcours qui a lieu sur leur site. Ensuite, il y a une partie qui est gérée entre le commercial et le client. Puis il y a une partie qui est gérée par l'équipe de cotation. Puis il y a du partage d'emails entre tous ces trucs-là, une demande de remplissage de formulaire avec des informations supplémentaires sur le véhicule. Puis ensuite l'édition d'un devis, l'envoi, la signature, la récupération, l'envoi du chèque. Et du coup, il y a le site internet de la plateforme qui gère ça. Il y a évidemment l'envoi d'email, il y a l'outil interne pour les commerciaux. Il y a les spreadsheets sur lesquels l'équipe de cotation et l'équipe administrative gèrent les trucs. Il y a les logiciels de signature. En fait, il y a plein de petites briques qui sont impliquées dans le parcours, mais tout est mesuré, tout est traqué. On sait qui a fait quoi, comment, quel pourcentage de personnes qui sont à l'étape d'après, etc., etc. Donc surtout, ne pas se cantonner au tracking ou au traçage que sur le produit, bien en avoir toute la dimension de tout ce qu'est le métier en fait. Voilà, c'est ça le message qui est important, je crois. Exactement. Et ce pour une raison très simple, je vous l'ai dit, en fait, vous avez un cap. Et si vous n'allez pas jusqu'à ce cap-là, jusqu'à la vente, par exemple, si c'est votre mesure, ou si c'est, je sais pas moi, l'encaissement du chèque, etc., en fait, vous mesurez que la première moitié. C'est, vous vous empêchez de mesurer pleinement le succès. Donc c'est vraiment crucial d'aller jusqu'au bout et de pas se contenter au produit, effectivement. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que d'un point de vue très très concret, votre plan de traçage, il doit comporter au moins autant de mesures que l'étape élémentaire du parcours utilisateur. C'est une évidence. C'est, je clique sur, il y a l'étape où je vois la pub sur Facebook. Vous devez être capable de mesurer les displays ou les prints de votre pub. Ensuite, il clique dessus. Vous devez mesurer le nombre de clics sur la pub. Ensuite, il y a les visites sur le site. Vous devez mesurer les visites sur le site. Ensuite, il y a les informations complémentaires. Vous devez mesurer ça. Il y a l'ajout, la fiche d'un produit. Vous devez mesurer ça, etc. En fait, à chaque étape, vous devez avoir une mesure
de l'étape. Parce que sinon, en fait, il y a un trou dans la raquette. Et on l'a vu, s'il y a un trou, en fait, vous n'êtes pas capable d'identifier s'il y a un problème à cette étape-là. Et donc, vous pouvez vous en apercevoir que trop tard. Donc, c'est hyper important qu'à chaque étape, il y ait une mesure. Mais à la base, tout part d'un seul KPI. À la base, tout part du cap. Et vous voyez qu'en fait, il y a le cap au loin. Et si vous voulez, à chaque port dans lequel vous allez, chaque petite île par lesquelles vous passez, vous devez avoir un tampon de visa. Donc ça, c'est un bateau qui coule. Vous ouvrez le visa dans la boîte du capitaine et vous voyez, ok, il est passé par telle étape, telle étape, telle étape. Ah, et donc il a coulé entre tel endroit et tel endroit, entre tel port et tel port. Alors que s'il y a que un tampon à la fin ou au début, ou etc., s'il vous manque des tampons à certaines étapes, bah oui, mais où est-ce que le paquebot a disparu, etc. Je sais pas si ma métaphore est. Moi, je l'ai. J'espère que nos auditeurs l'auront, mais moi, je l'ai. Ok. C'est vrai que je suis très branché métaphore. Parfois, c'est pas forcément très pertinent. Mais là, je sens que ça va. Là. Celle-ci, elle marche. Merci beaucoup. Donc, effectivement, à chaque étape, ces événements. On va voir ensuite un exemple avec Mixpanel. Donc, Mixpanel, c'est un outil qui permet de recevoir, si vous voulez, des événements. En gros, Mixpanel a un fonctionnement, c'est il mesure pas des actions, il mesure des événements. C'est-à-dire, en gros, c'est comme un grand journal et il note à telle date, il s'est passé ça avec tel paramètre, etc. Alors, c'est la seule règle et du coup, en fait, elle contraint tout le reste. C'est une excellente norme. Si vous voulez, par exemple, donc vous allez vous normaliser des événements. Par exemple, l'utilisateur a ajouté un article à son panier. Ça, c'est un événement. Ajout d'article à son panier. Maintenant, il y a des paramètres à ça. C'est l'identifiant de l'utilisateur, l'identifiant du produit. Il y a peut-être d'où est-ce que l'utilisateur vient. Est-ce qu'il venait d'une pub Insta ou d'une pub Facebook, ou est-ce qu'il est venu d'une recherche Google. Il y a est-ce que son panier était déjà était vide ou pas. Par exemple, ça peut être une information intéressante. Ça peut être est-ce que le produit est en promo ou pas. Est-ce qu'il a ajouté à son panier depuis la page d'accueil avec le bouton automatique ou est-ce qu'il a ajouté depuis la page du produit. Vous voyez qu'en fait, on peut comme ça avoir un niveau de définition assez fin sur cet événement global qui est quelqu'un a ajouté un article à son panier. Donc Mixpanel nous impose une norme, c'est le fait de considérer le tracking, le traçage, via des événements. Donc il s'est passé tel événement, et ensuite c'est des spécifications, des paramètres. C'est évidemment à telle date, par telle personne, dans telles conditions, etc. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, Mixpanel permet donc de mesurer le nombre d'événements, par exemple, pas le nombre de ventes que vous avez fait par jour, par exemple, par semaine, etc. Et de, d'affiner la mesure en fonction de ces paramètres. C'est, OK, on a fait 60 ventes aujourd'hui, et combien étaient supérieurs à 50 euros. Combien ont concerné des utilisateurs qui sont venus pour la première fois, etc., etc. Vous voyez en fait que on peut affiner comme ça et amener la compréhension sur des éléments assez spécifiques des choses qui se passent sur votre outil, mais pas seulement. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'en fait Mixpanel reçoit des événements et donc n'est pas lié à votre outil, à votre produit. Il n'est pas lié à votre site. En fait, votre site envoie des événements à Mixpanel, mais Mixpanel peut aussi recevoir des événements depuis une spreadsheet, depuis un Zapier, depuis une automatisation, depuis une autre application. Depuis une ouverture de mail aussi. Depuis une ouverture de mail. En fait, il peut y avoir plein de manières d'envoyer des événements à Mixpanel, ce qui veut donc dire depuis une application mobile, etc. Et en fait, ce seront les mêmes événements. Alors, vous pouvez mettre comme paramètre le fait que ça vient de l'application mobile iOS, ou depuis l'application mobile Android, ou depuis le site web, ou depuis le site mobile, etc.
Mais en vrai, c'est le même événement. Ce qui veut donc dire qu'en fait, Mixpanel n'est pas une solution, c'est une solution que je qualifie d'agnostique. C'est-à-dire que elle ne nécessite pas d'utiliser une techno en particulier, ou elle n'est pas exclusive uniquement à un site web. Vous pouvez mesurer, vous pouvez avoir un process avec Mixpanel sans avoir de site internet. Juste avec des envois d'emails, des remplissages de formulaires, etc. Et vous traquez tout sur Mixpanel, et il n'y a aucun site web qui est impliqué. Vous n'avez pas de produit. Ça marche quand même. Parce qu'en fait, ça ne marche qu'avec des événements. Vous voyez donc bien, on vient là. Donc on a vu des exemples, effectivement. Donc on a travaillé avec Coup d'État. Vous savez bien que chez Coup d'État, on était donc une plateforme de contenu vidéo. Un événement qui vient tout de suite en tête, c'est une vidéo a été regardée. Et donc l'événement vidéo regardé, il a pour paramètre l'ID de la vidéo, l'ID du spectateur, la date et l'heure, le support, si c'était via l'autoplay ou pas, si c'était une vidéo d'une formation payante ou pas, etc. Si c'était consécutif à un email ou pas, ça. La contrainte apportée par Mixpanel, ça nous oblige en fait à raisonner avec le même schème pour chaque mesure. Ça veut dire tout est un événement. C'est en gros, il se passe quelque chose sur votre site et c'est conséquemment à ce qui s'est passé sur votre site, un clic, un abonnement, une vidéo vue, etc. Votre site va déclencher l'envoi d'un événement. Donc ça, c'est le schème. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'aucune donnée n'est jamais perdue. Puisqu'en fait, on ne fait qu'enregistrer des nouveaux événements. Il n'y a jamais de modification d'un événement passé. Par exemple, je sais pas, l'utilisateur s'est inscrit, l'utilisateur, je sais pas, vous faites un truc, l'utilisateur a changé son mode de paiement. Alors, vous enregistrez pas le numéro de la carte bleue. Mais le fait, par exemple, Amazon, prenons Amazon, vous changez votre adresse de livraison sur Amazon. Si ça écrase l'adresse précédente, eh ben, ça veut dire que toutes les livraisons, enfin, l'information comme sur les livraisons précédentes, elle est perdue. Parce qu'on ne sait plus à quelle adresse les livraisons précédentes ont eu lieu. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ajouter un nouvel événement. L'utilisateur a changé son adresse pour telle adresse maintenant. Mais l'information comme quoi vous avez enregistré l'adresse précédente reste plus haut quelque part dans l'historique. Et donc en fait, vous ne faites qu'ajouter des logs. C'est comme voilà, vous écrivez à l'encre noire, vous pouvez pas rayer, vous pouvez pas modifier, vous faites que entrer des nouveaux éléments dans votre journal de bord. C'est hyper précieux. Parce qu'en fait, ça fait qu'on perd jamais de données. Tout ce qu'on a, on sait qu'on l'a et il est utilisable. Maintenant, si vous avez oublié de traquer quelque chose, eh ben là, vous l'avez pas. Et donc, vous voyez tout de suite que c'est important de bien travailler en amont à soigneusement définir son parcours et donc son plan de traçage et donc quels événements on doit envoyer avec quelles mesures à chaque fois. Parce que si vous en oubliez une, ben, vous récupérez pas les informations que vous avez pas récupérées. Alors, si vous avez oublié d'ajouter l'information sur, vous avez par exemple l'inscription, vous avez la visite sur la page d'un produit et puis l'acte d'achat, mais vous avez oublié de mesurer l'ajout au panier et puis le fait de retirer l'article du panier. Et ben en fait, vous pourrez plus jamais savoir pour tous les événements passés quels articles ont été ajoutés, enlevés, etc. Donc, si vous l'ajoutez, ensuite, si vous rattrapez le retard, si vous corrigez l'erreur et que vous mettez cet événement et vous le configurez sur Mixpanel, le fait de dire, bah, voilà, un type a ajouté un article à son panier, bah, en fait, vous n'aurez pas l'information, évidemment, pour tous les paniers précédents. D'où l'intérêt d'installer le setup Mixpanel le plus tôt possible sur son produit. Exactement. Et de pas se dire, on verra ça quand j'aurai 2-3 000 utilisateurs. Parce que c'est dommage, on y perd tout l'historique et toute la data et toute la compréhension des comportements. C'est ça. Okay. Exactement. Donc, il doit y avoir une correspondance entre chaque micro-étape qu'on a abordée au départ, donc sur le traçage. Donc, je vois la pub Instagram, je clique dessus, j'arrive sur la page, je clique sur tel truc. En gros, à chaque clic, à chaque action de l'utilisateur, il doit y avoir un événement. Et donc, en fait, si vous voulez, l'événement, c'est le témoin de passage, c'est le visa, c'est le tampon qui marque, qui certifie et qui enregistre le fait que telle personne est bien allée à telle étape.
Et c'est évidemment absolument nécessaire pour avoir un diagnostic, pour savoir où est-ce que vous perdez des gens, où est-ce qu'il y a des problèmes. Et vous devez pas vous contenter de dire un article a été ajouté au panier. Vous devez avoir toutes les informations utiles pour qualifier et pour comprendre cette donnée-là. Donc, par exemple, sur l'ajout d'un article au panier, c'est évidemment de quel article il s'agit, de quel utilisateur il s'agit, si l'article était soldé ou pas, si c'était le dernier ou pas, si c'était une promo, puis sais-je, s'il l'a ajouté et enlevé de son panier, s'il a ajouté 3 d'un coup ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez mettre le plus d'informations utiles à la qualification de l'événement. Quelqu'un a ajouté quelque chose à son panier. Maintenant, comme on l'avait vu au début, il y a quelques minutes, Jean, c'est la notion de bout en bout. Vous devez aller du tout début du parcours. En général, la première visite, mais on l'a vu, ça peut être avant, ça peut être un envoi d'email, etc. Ça peut être une pub, le clic sur une pub, jusqu'à la fin. En général, on le dit, c'est l'acte d'achat. Ça peut aller au-delà, ça peut aller à la livraison, etc. Mais souvent, c'est l'acte d'achat. Que ça soit sur votre site, ou sur un truc externe, ou sur de l'email, ou sur du formulaire, etc., ou sur une spreadsheet, vous devez mesurer chaque étape de la première à la dernière. C'est ultra important. De bout en bout. Et le meilleur moyen de s'assurer qu'on fait ça convenablement, c'est de concevoir le parcours et le traçage en même temps. Et de les mettre en place en même temps. Ça veut dire, c'est pas vous concevez un parcours utilisateur, puis vous le développez, et ensuite vous posez la question de au fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on mesure? Et ensuite on met la data. C'est beaucoup plus facile de concevoir les deux en même temps. Et quand vous développez les étapes de votre parcours utilisateur, de développer en même temps le petit bout qui fait que vous traquez ce que vous voulez traquer. Forcément, si vous voulez, c'est comme, je sais pas moi, poser l'électricité ou installer le téléphone dans des maisons. C'est plus facile de le faire au moment où vous êtes en train de construire la maison que de le faire après. Donc ça clôture le passage sur la notion de tracé, de traçage, de parcours, la notion de bout en bout. On a donc vu qu'il fallait bien se poser pour comprendre quels étaient les objectifs business de son entreprise. Ensuite, qu'il fallait se servir de ça comme d'un cap, mais qu'il y avait des mesures plus opérationnelles pour les équipes, qui permettent de savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Qu'il fallait avoir autant de mesures que de micro-étapes de votre parcours pour pouvoir faire un diagnostic et identifier soigneusement où est-ce que vous devez agir pour améliorer la performance de votre entreprise. Que ce tracking devait être systématique et pensé, si possible, en même temps que le parcours dans son ensemble. Et maintenant, on va voir en fait comment est-ce qu'on tire des enseignements de ces mesures. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que parfois, en fait, vous récoltez une information à un moment, mais en fait, cette information devient importante à une étape ultérieure, ou même antérieure. Je m'explique. Prenons un exemple. Vous voulez savoir, au moment de passer en caisse, au moment de valider le paiement sur un panier, vous allez avoir des gens qui vont abandonner ou pas. Maintenant, ça peut être utile de voir si les gens s'il y a une différence dans le comportement vis-à-vis de ok, mon panier est plein, maintenant j'achète ou pas. C'est une différence entre les utilisateurs qui sont venus là via un email, une campagne d'emailing, via Instagram, ou ceux qui sont venus parce qu'en fait ils étaient déjà utilisateurs du site. Or, cette information, vous ne l'avez pas à l'étape de la constitution du panier. Vous l'avez au tout début. Quand la personne vient, vous savez si elle vient d'Instagram ou d'une campagne d'emailing. Ce que ça veut donc dire,
c'est qu'en fait, vous devez avoir une vision d'ensemble et vous devez vous assurer de collecter les bonnes informations au moment où vous pouvez les collecter, parce qu'en fait, elles seront probablement utiles par la suite. Donc, il faut pas se demander, comment dire, oui, mais bon, cette étape-là, on a telle information, mais c'est pas utile à ce moment-là. Peut-être que pour la qualification d'une étape à un autre moment, ça devient utile. Pour ça, vous trimballez pas toutes les informations à chaque fois. C'est-à-dire, si vous récupérez une fois je sais pas, l'article ajouté ou une page consultée, il y a un événement, et ben en fait, sur toute la vie ensuite de l'utilisateur, vous trimballez pas cette information à chaque événement. Elle a été collectée une fois, et en fait, vous pouvez la réutiliser ensuite pour le reste. On va voir comment, en fait. On va voir comment. Donc, si je prends un exemple, Oui, oui. imagine, je fais une publicité sur Facebook, par exemple, qui me rapporte 1000 utilisateurs. Donc ça, c'est ma première publicité. J'en fais une deuxième sur LinkedIn, par exemple, qui me rapporte 2000 utilisateurs. C'est important d'avoir ces informations-là et de garder ces informations-là, parce qu'à la fin, on peut peut-être s'apercevoir que la première pub qui m'a ramené que 1000 utilisateurs a peut-être un panier moyen qui est à 100 euros, et sur ces 1000 utilisateurs, il y en a 800 qui ont converti. Or que peut-être que sur la publicité de LinkedIn, qui nous a ramené 2000 utilisateurs, le panier moyen est peut-être bien inférieur, et puis le taux de conversion était peut-être bien inférieur. Donc ces informations-là, c'est important de les garder et pour les avoir à la fin, et pour voir à la fin quel est en fait le canal d'acquisition le plus performant. C'est ça? Très juste. Exactement. C'est exactement ça. Donc, avoir une vision d'ensemble. Voilà. Faut passer voilà, c'est un peu un défi de la data. C'est que on parle de points extrêmement précis. On va à une échelle très micro sur un événement et quels paramètres on récupère à telle micro-étape. Mais en quoi est-ce que c'est pertinent et en quoi est-ce que ça m'aide dans la compréhension globale du parcours et dans le business. Ce que ça veut donc dire, c'est que il faut rédiger une documentation technique. Ça veut dire il faut soigneusement indiquer à l'avance les détails de traçage de chaque étape. Ça veut dire, ok, avant même d'avoir développé quoi que ce soit, je note. Quand la personne clique sur ajouter cet article à mon panier, je récupère les informations sur l'ID d'utilisateur, l'ID du produit, l'information si le produit était soldé ou pas, si ça faisait partie d'une promotion particulière, s'il y a une réduction qui est due à un partenariat. Et c'est les partenariats typiques avec NordVPN et entrer le code JDG ou je sais pas quoi pour avoir une réduction, bah, c'est une information qui est ultra importante. Si le gars était sur un navigateur iOS ou pas, etc. Et tout ça, c'est prévu à l'avance. Comme ça, au moment où vous le développez, en fait, la réflexion est déjà faite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours ça qui est un peu difficile. C'est un peu comme dans le bâtiment. Si vous devez vous poser les questions sur quelle épaisseur doit avoir le mur, ou si est-ce que je dois mettre la prise ici ou 30 cm plus à gauche, en fait, vous en sortez pas, en fait. C'est sûr que vous allez faire des erreurs. Il faut que ce genre de détail ait été pensé bien en amont. Avant d'avoir fait le MVP, cette réflexion doit être structurée, en fait. Exactement. Et à chaque nouvelle itération, si ça modifie les étapes de votre parcours, si ça ajoute une étape, par exemple, ça la modifie, ou si vous en enlevez une, et forcément, il faut que le tracking s'adapte. Si vous voulez, il faut vraiment intégrer le fait que le tracking, le traçage, c'est réellement quelque chose qui doit avoir lieu en même temps que le développement. Et donc en même temps que la conception. Sinon, c'est sûr que vous allez vous planter. Enfin, c'est sûr. Non, vous pouvez bien faire le travail quand même, mais en fait, c'est vous compliquer la vie pour pas grand-chose. Et évidemment, vous assurez qu'il y a une correspondance avec le parcours utilisateur réel. J'ai cliqué sur le bouton, j'ajoute un article au panier. Bah oui, ça correspond à un vrai truc. L'événement a ajouté un article à son panier. Il a une correspondance avec un élément du parcours utilisateur réel. Et il y a une correspondance parfaite. Il y a, pour ceux qui ont fait des maths, il y a une bijection. C'est-à-dire, à toute étape du parcours utilisateur, il existe un événement qui est traqué.
Et tout événement qui est traqué, absolument, correspond à un élément à une étape du parcours utilisateur. Yes. Très clair. Maintenant, là, on a vu le tracking un peu comme tu vois, t'as même toi, Tom, tes démos, t'as parlé de MVP. Ça veut dire que voilà, on pense un peu à la première mouture. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément ça. Il se passe plein de choses. Il y a la première mouture, et ensuite il y a tout un tas de modifications qu'on va apporter. On veut développer une nouvelle feature. On s'aperçoit qu'il y a une étape où on perd beaucoup d'utilisateurs. Donc on veut changer quelque chose. En fait, faut pas raisonner en. C'est un truc que je dis, qu'on disait souvent à coup d'état, et que je répète à mes étudiants, c'est il faut pas raisonner en features, il faut raisonner en problème. Il faut pas raisonner en solution, il faut raisonner que en problème. Une roadmap, c'est pas une roadmap de features, c'est une roadmap de problèmes à résoudre. Ce qui va déterminer si une solution était la bonne ou pas, ça n'est pas vous, c'est le marché. C'est vous observez que ça marche. Tant que la feature, tant que les features que vous sortez n'améliorent pas, ne résolvent pas le problème que vous êtes fixé, vous pouvez pas considérer le problème comme résolu. Donc vous passez pas au problème suivant. Et donc là c'est pareil. Vous devez non pas penser les modifications que vous apportez à votre produit comme des features, mais comme des expériences au sens scientifique. Vous avez une hypothèse, vous avez un protocole expérimental et vous avez des mesures pour savoir est-ce que cette expérience est un succès ou pas. Ah, c'est parfait. Effectivement, la récolte et le suivi, c'est-à-dire le tracking, la récupération des données et puis l'analyse, le fait que vous les suivez de temps en temps, de façon régulière, pardon, pas de temps en temps, de façon régulière, c'est pas gratuit, c'est un but, c'est qu'en fait, ça vous permet d'informer les expériences que vous menez pour améliorer vos KPI. Par exemple, vous vous apercevez, donc en fait, vous avez fait votre tracking, vous êtes un site e-commerce, et vous apercevez que vous avez un très faible taux de paiement. C'est-à-dire que les gens remplissent les paniers, il y a beaucoup de gens qui remplissent les paniers, mais il y a très très peu de gens qui achètent au final. Ok. Donc déjà, vous vous apercevez que le problème survient à cette étape-là et pas à une autre étape, parce que vous êtes capable d'avoir un traçage à chaque étape. C'est-à-dire que si vous aviez juste les paiements, vous direz, en fait, je vends pas. Mais est-ce que vous vendez pas parce que les gens visitent pas les différentes pages? Est-ce que c'est parce qu'ils partent dès qu'ils voient le site, etc. Non, il y a peut-être d'autres raisons. Et donc là, vous voyez que il y a un problème à l'étape très précise de la validation de mon panier. Ok, j'ai mon panier et j'achète. Vous voyez qu'en fait, les gens accèdent à la page de leur panier et au moment de payer, il y en a beaucoup moins qui payent. Ok. Vous avez donc observé qu'il y avait un problème. Vous avez fait votre diagnostic. C'est à cette étape-là que ça pêche. Maintenant, il y a plein d'hypothèses qui sont valides pour expliquer ça. Est-ce que c'est parce qu'en fait, vous vendez des produits qui sont assez chers et donc c'est un acte d'achat qui est un peu engageant. Et vous savez, les gens parfois ils laissent l'onglet ouvert plusieurs jours, voire des semaines avant de se décider à acheter. Vous savez, c'est comme une voiture. Le processus de décision d'achat d'une voiture, c'est en soi une expérience. C'est est-ce que je le fais? Vous dormez, vous en parlez à votre femme, vous en parlez à vos potes, vous en parlez à vos collègues. Ah là, quand même, elle est belle et tout. Ah, je sais pas. Et en fait, ça fait partie du jeu. C'est les vendeurs de bagnoles savent que l'acte d'achat, il est pas immédiat. C'est pas, c'est tiens, elle est belle cette voiture, je vais l'acheter. Hop, et puis vous ressortez avec. Ça marche pas comme ça. C'est nécessairement un processus lent où en fait vous convainquez vous-même du fait que vous devez acheter cette voiture et ça vient. Donc est-ce que c'est parce qu'en fait pas paradoxalement, mais votre processus de vente est en fait plus long parce qu'il nécessite plus de temps côté utilisateur? Est-ce que c'est parce qu'en fait autre hypothèse possible, les délais de livraison sont trop longs et en fait les gens prennent conscience des délais de livraison que au moment de payer parce que c'est là en fait où il y a écrit livraison estimée pour telle date, ils se disent non, c'est de la merde. Ou est-ce que c'est parce qu'en fait les frais de livraison sont trop importants? Est-ce que c'est parce que
en fait, les gens, comment dire, achètent vos produits surtout pour les offrir en cadeau d'anniversaire. Et donc, en fait, bah, ils tombent dessus, euh, ils créent un panier pour voir combien ça coûterait de faire un paquet cadeau. Et ensuite, ils attendent un mois et demi que l'anniversaire approche. Vous voyez qu'en fait, il y a plein d'hypothèses différentes qui peuvent expliquer le fait qu'à cette étape-là, ça pêche. C'est pas dit que vous êtes trop cher. Hein. On identifie qu'il y a un point de friction, mais il y a tout un boulot à faire pour comprendre sa nature après, pour pouvoir le résoudre, Exactement. pour pouvoir le résoudre correctement après. Exactement. Et a priori, bah, toutes ces raisons-là sont valides. Ça peut être plusieurs raisons à la fois, ça peut être aucune de celles-là, peut-être que c'est encore un autre élément, je sais pas. Euh, peut-être qu'en fait, à ce moment-là, les gens vont regarder s'il n'y a pas des codes de réduction, et puis en cherchant des codes de réduction, ils tombent sur la version AliExpress de votre produit et ils décident de l'acheter sur AliExpress. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Sauf qu'en fait, vous savez pas a priori ce que c'est. Et donc, vous formulez des hypothèses, admettons que vous formulez l'hypothèse en parlant avec des gens, etc., en essayant d'appeler vous avez des chats sur votre site, vous chattez avec les gens, et vous pensez que l'hypothèse, c'est parce qu'en fait, les délais de livraison sont trop importants. Euh, une manière simple de tester ça, un peu vislarde, mais simple, c'est de dire manuellement que le délai de livraison est de, je sais pas, une semaine, alors qu'en vrai c'était 3. Et de dire que c'est 7 jours, même si vous savez que vous pouvez pas les tenir, et de tester une semaine. De tester pendant une semaine ou quelques jours. Est-ce que le fait de dire que c'est livré en 7 jours, ça augmente les ventes? Ça augmente le taux de conversion, le passage de l'étape à j'ai constitué mon panier à j'achète. Si vous voyez que ça marche, qu'effectivement le taux de conversion à cette étape-là augmente, c'est que c'était ça. Après, vous repassez à 3 semaines. À ceux qui ont acheté, vous leur dites, excusez-moi nous, on a des ruptures de stock. Enfin, vous trouvez tous les airs de violon, les airs de flûte mytho pour convaincre les. De toute façon, ils sont payés. Voilà. Enfin, en gros, vous vous démerdez. Mais en fait, vous avez testé un truc, vous avez vu que ça marchait, vous savez que votre problème, il est sur le délai de livraison. Et donc là, vous pouvez agir là-dessus. Vous pouvez vous dire, ok, il faut que je parle à mon transporteur, il faut que je trouve une nouvelle solution pour livrer, etc. Mais là, vous savez où est votre problème. Et vous savez que si vous le résolvez, ça marche. Là, vous avez mené une expérience. Vous n'avez pas shippé une feature. Vous avez juste tenté. D'ailleurs, vous avez amené une modification. Vous avez mis, je sais pas, 7 jours en brut, hein, en disant, juste, vous avez hard-codé le fait que c'était 7 jours de livraison. Vous avez observé que votre taux de conversion a grimpé. Vous dites, OK, le problème est là. Bon, maintenant, je mets en place quelque chose pour le corriger. Alors que si vous aviez juste supposé ça et que vous étiez allé voir un transporteur pour améliorer les délais, si en fait c'était pas les délais le problème, vous auriez perdu un temps considérable, peut-être même beaucoup d'argent sur changer de transporteur, etc. Enfin, en gros, vous seriez compliqué la vie pour pas grand-chose. Et donc, vous voyez, le fait de penser non pas en feature mais en expérience, ça vous amène à d'une part être plus humble, c'est-à-dire pas partir du principe que vous savez où est le problème, mais à partir du principe qu'en fait vous cherchez à qualifier le problème et à trouver un peu comme un MVP, à trouver la solution minimum viable qui permet de valider ou d'invalider l'hypothèse. Oui, c'est comme en expérience scientifique. Si je veux savoir s'il y a, je sais pas moi, des sangliers dans une forêt, j'ai pas besoin d'aller capturer un sanglier. Si je trouve des poils de sanglier dans cette forêt, je peux conclure qu'il y a des sangliers. Si je trouve des traces de pas de sanglier, je conclus qu'il y a des sangliers. Donc la solution la plus simple, c'est pas d'aller choper un sanglier vivant, c'est d'aller voir s'il n'y a pas des traces de sanglier. Donc là, c'est encore la même chose. Vous devez concevoir des expériences qui sont les plus petites, les moins coûteuses, les plus rapides à mettre en place, qui permettent de valider ou d'invalider les hypothèses que vous formulez. Et donc, vous travaillez pas en mode feature, vous travaillez en mode expérience. Et donc, vous voyez en fait tout l'intérêt d'avoir un tracking. C'est que ça vous permet d'identifier où vous avez un creux, où est-ce que vous perdez des gens, où est-ce que en fait il y a un problème dans votre business, et ça vous permet ensuite de mettre en place un petit protocole expérimental pour essayer d'améliorer les chiffres à cette étape-là. Et vous voyez comment vous avez une approche qui est beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus
rigoureuse et surtout efficiente. C'est-à-dire que c'est tellement économe en ressources. Vous voyez qu'en fait, vous partez pas sur des longs cycles de développement. Vous vous dites, ok, le problème est là. Maintenant, je vais tester des hypothèses. Je teste ça vite. C'était pas ça. Ok. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est autre chose? Et vous voyez qu'en fait, dans le temps, vous avez investi 2, 3 semaines, 10 jours, vous avez trouvé où était le problème, et ensuite, vous savez que déjà savoir qualifier le problème, c'est 80% du travail. C'est-à-dire que si vous avez identifié où était la fuite dans votre bateau, ensuite, c'est pas que c'est simple, mais en fait, ouais, ensuite, c'est que du travail. Vous savez où est la fuite. Maintenant, c'est mettre des planches et boucher, et puis étanchéifier. Mais c'est pas le plus dur, c'est chercher, c'est aller dans tous les conduits, voir où est la fuite. Si vous êtes capable d'identifier rapidement où est-ce que c'est, qu'est-ce qui a provoqué la fuite, vous êtes capable d'agir dessus beaucoup plus vite. Et le temps est hyper précieux, notamment le temps de vos devs. Le temps de vos devs, c'est hyper précieux. On est toujours limité par ça. Ce sont des gens qui sont bien payés, qui coûtent cher à l'entreprise, qui sont toujours en sous-nombre, qui ont toujours 100 fois trop de choses à faire. Toute économie du temps des devs est une bénédiction. Donc on a vu, en s'appuyant sur un traçage exhaustif, c'est-à-dire chaque étape est tracée, un protocole expérimental rigoureux permet d'itérer sur le produit, donc de tenter. Je tente une expérience, ça n'a pas marché, je tente autre chose. Ça n'a pas marché. Et c'est pas juste ça n'a pas marché, ça n'a pas marché et j'ai appris quelque chose. J'ai appris que le problème ne venait pas de là. Donc je sais déjà que j'ai affiné ma compréhension du problème. Et en fait, on cherche un motif, on cherche finalement la solution. Le trou, il est pas dans cette pièce-là. Le trou dans le bateau, il est pas dans cette partie de la coque. Exactement. Je le note Exactement. pour aller chercher ailleurs. Mais au moins, ça évite de pas revenir dans cet endroit. Et non, cet endroit, j'ai déjà fait. Je passe à un autre endroit. Très clair. C'est exactement ça. Donc, on a vu que il fallait raisonner non pas en features, mais en problèmes. Qu'il fallait pas mener des cycles de features, mais des expériences. Et le protocole expérimental rigoureux, il requiert tout d'abord de mener une expérience à la fois. C'est sûr que je sais pas, vous apercevez que je sais pas, les gens n'achètent pas suffisamment un produit. Pas ce produit, il est rarement ajouté au panier et ça marche pas, alors qu'il est bien mis en valeur aussi. Si vous modifiez une chose, si vous dites par exemple, on va le mettre en promo, ou on va modifier l'image. Si vous faites une modification, vous êtes capable de déterminer si cette modification a eu un impact ou pas, positif ou négatif d'ailleurs. En revanche, si vous faites et vous changez le titre du produit, et vous changez l'image, et vous le positionnez à un autre endroit de la page, et vous mettez une promo, et vous faites une campagne sur ce produit, en fait, qu'est-ce qu'il y a... Et on nous aperçoit par exemple que les ventes ont décollé sur ce produit. Qu'est-ce qui a été décisif? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est l'intitulé? Est-ce que c'est la promo? Est-ce que c'est sa position dans le catalogue? On peut pas savoir en fait. Et du coup, c'est la raison pour laquelle vous menez une seule expérience à la fois. Alors, une seule expérience sur un aspect, évidemment. Évidemment, il faut également observer qu'une seule mesure à améliorer. C'est sûr que si vous vous dites je vais faire un truc et ça va magiquement modifier plein de critères partout, alors c'est possible que du coup ça ait un impact, que une action ait un impact à différents endroits de votre parcours, mais en fait vous pouvez pas vous fixer comme objectif d'augmenter 2 critères. Vous avez un objectif en fait. Évidemment, si vous augmentez, je sais pas, par exemple, c'est typiquement le cas de la cannibalisation, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire augmenter, donc si votre KPI, enfin si votre objectif, votre mesure unique améliorée sur une expérience, c'est le nombre de ventes sur un article, je sais pas, vous vendez des fringues sur une paire de jeans. C'est sûr que si en fait les ventes de ce jean, l'amélioration des ventes sur ce jean vient au prix d'une baisse des ventes sur d'autres pantalons, il y a débat. Est-ce qu'en fait vous margez plus sur ce jean-là? Vous voyez qu'en fait vous pouvez pas simplement évidemment être concentré que sur un seul chiffre, parce que l'impact peut être à d'autres aspects, sur d'autres aspects de votre entreprise. Cependant, vous devez avoir une mesure
sur lesquels vous jugerez si l'expérience est un succès ou pas. On l'a dit, donc un changement unitaire, effectivement, si vous changez et la position, et le titre, et la promo, et le prix, etc., vous savez pas quel changement a eu un impact. Une période de temps suffisante. Alors effectivement, quand on mène une expérience, souvent il faut du temps. C'est-à-dire, c'est sûr que si vous dites, voilà, je vais mettre une promo sur la paire de jeans, je vais voir si ça marche, et que vous laissez la promo que 12 heures, pas sûr que ça a un impact particulier, parce qu'en fait, est-ce que ces 12 heures sont représentatives d'un cycle normal sur votre entreprise? Peut-être qu'il y a des phénomènes cycliques. Peut-être que vous avez davantage de trafic le week-end. Du coup, si vous avez fait votre test le mardi, et juste le mardi, est-ce que ça veut est-ce que la conclusion que vous tirez, elle est réellement légitime? Donc il faut donner souvent du temps à une expérience, ce qui peut d'ailleurs frustrer, parce que du coup on attend. Alors, vous préparez autre chose entre temps, hein, mais vous devez attendre de récupérer les informations pour pouvoir conclure. Voilà, c'est comme, je sais pas, vous êtes un restaurant, vous sortez un nouveau plat, si vous le testez que un seul jour, ça veut pas forcément dire que les gens sont pas intéressés. Peut-être que vous l'avez testé que le soir, peut-être qu'en vrai vous l'avez testé qu'en semaine, et qu'en fait le plat que vous vendez, il est, je sais pas, un peu trop festif ou trop gras ou trop lourd, et que les gens en semaine, ils préfèrent manger plus léger parce qu'ils doivent aller bosser l'après-midi ou je sais pas quoi, ou le lendemain, etc. Donc vous voyez qu'en fait, si vous laissez trop peu de temps à l'expérience, vous pourrez pas tirer des enseignements de façon fiable. Et il faut une comparaison. Alors ce que ça veut dire, c'est que par exemple, voilà, prenons l'exemple du panier. En fait, les gens constituent un panier, et en fait, il n'y a pas assez de gens. Le pourcentage de gens qui ensuite payent et achètent après avoir constitué leur panier, il est, je vais dire, de 16%. Ok, en fait, il est 16% sur, je sais pas, sur une semaine. Et en fait, vous avez eu 100 paniers et il y a que 16 personnes qui l'ont acheté. Maintenant, vous faites une expérience. Vous faites une expérience où vous dites, vous vous rappelez, on va garantir le fait que le shipping, la livraison se fera en 7 jours. Ok. Et là, en fait, vous avez plus 100 paniers qui sont constitués, vous n'en avez que 80. Et en fait, sur ces 80, vous avez fait, il y a 20 personnes qui ont validé leur paiement. Donc 20 sur 80, c'est 25%. Passer de 16 à 25. Est-ce que, en fait, passer de 16 à 25, c'est significatif? Est-ce que c'est pas juste le bruit du fait que c'est pas systématiquement 16% votre taux de conversion? C'est tantôt 16, tantôt 18, etc. Est-ce que 25, c'est juste une bonne semaine et c'est juste le hasard entre guillemets qui fait que ça a coïncidé avec le changement que vous avez apporté, ou est-ce que c'est vraiment significatif? Et donc pour ce faire, il y a un outil statistique qui s'appelle le Qui2, le Qui au carré. On vous mettra en description la référence du site. En fait, vous entrez le volume d'entrée, le volume de sortie, et dans les deux situations, donc par exemple le nombre de paniers et le nombre d'achats, dans le cas A et dans le cas B, et ça vous dit si en fait la différence entre les deux est significative ou pas. Et donc ça vous dit si en fait l'expérience que vous avez menée a eu un impact réel ou pas. C'est très important, parce que du coup, si c'est passé de 16 à 17% par exemple, sur des volumes aussi petits, sur une centaine, est-ce que, alors, je vous le dis, c'est pas significatif. Du coup, vous pouvez pas tirer d'enseignement de ça. Donc, voilà ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez définir en amont les indicateurs de performance clés de votre entreprise ou de votre domaine d'activité économique, votre unité économique, votre business unit. Ensuite, vous devez traduire cet objectif qui constitue le cap au loin de votre entreprise en mesures plus opérationnelles pour l'équipe produit. La façon de faire de ça, c'est en fait de
prendre votre parcours utilisateur, de le découper en étapes élémentaires, et à chaque étape, associer un tracking, le tracking d'un événement. À chaque événement, vous devez récupérer toutes les informations qui sont pertinentes. Et en fait, vous devez vous servir des KPI globaux comme étant le thermomètre de la santé de votre entreprise à l'échelle globale, mais de chaque mesure à chaque étape comme étant un outil de diagnostic pour voir où viennent les problèmes, où est-ce que vous perdez des gens, où est-ce qu'il y a des économies à faire, où est-ce qu'il y a un potentiel à aller chercher. Par exemple, je sais pas, si vous avez 10 000 visiteurs sur votre site, mais que sur les 10 000, il y en a 8 000 qui partent après être arrivés sur la landing page, vous savez, votre landing page est pas top. Voilà. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la qualité des photos des produits ou sur la fonction de je sais pas quoi, du panier ou sur le délai de livraison. Non, en fait, les gens sont partis avant de voir ça. Parce que vous pouvez le savoir que si vous avez un tracking, un traçage qui est sur chaque micro-étape. Vous devez, quand vous faites une observation, vous devez avoir une approche expérimentale. Vous devez vous dire, OK, il y a tel chiffre qui est pas satisfaisant à telle étape. Quelles sont nos hypothèses? Pourquoi est-ce que ça marche pas bien? Ensuite, vous faites un choix en fonction de l'hypothèse qui vous semble la plus vraisemblable. Et vous devez avoir un petit protocole expérimental rigoureux avec une expérience à mener, avec un changement unitaire, une expérience à la fois, avec une mesure objective du succès de ce changement. Vous donnez une période de temps suffisante et observez à l'issue de cette expérience une amélioration ou un changement négatif de cette mesure-là. Et c'est comme ça en fait qu'on a une approche rationnelle et éclairée de la data. On ne fait pas la data pour la data c'est quelque chose qui est au service du business, et elle est au service du business en nous permettant, de garder un cap clair, 2, d'identifier les problèmes dans l'entreprise, et 3, de mesurer l'impact de ce que l'on fait sur nos objectifs. Voilà, je pense que j'ai terminé le passage. Merci beaucoup. Bravo, ça va. Parfait. Merci beaucoup. Très bien. Du coup, On se met sur Mixpanel. Ouais, Mixpanel sur un cas, le cas d'usage, le use case. Ouais. Parfait. Je bois un coup parce que je parle tellement que ça me dessèche.